Une mission dangereuse vouée à révéler une escroquerie. Un médecin laissant libre cours à sa folie. Un meurtre effroyable et imprévisible. Et un indice crucial débouchant sur le couloir de la mort. « 27 janvier 2002. Des coups de feu dans une église sont signalés à la police de Chicago. Les agents pénètrent dans la loge de la gardienne, au sous-sol. Le procureur Jeffrey Kramer nous rapporte que l'appartement semble avoir été récemment cambriolé. On avait renversé une bibliothèque dans l'entrée. À part ça, il n'y avait rien d'inhabituel. Outre cette étagère, sur un fauteuil au centre de la pièce, se trouve un corps couvert de sang. C'était une scène atroce. Cette dame avait reçu 6 balles à bout portant. Il s'agit de Joyce Brannon, 54 ans. Une infirmière handicapée à la retraite, gardienne de l'église attenante. Elle avait des difficultés à se déplacer et était donc incapable de se défendre. C'était pour ainsi dire une cible facile aux yeux d'un tueur. L'état de l'appartement laisse supposer que Madame Brannon est la victime d'un cambriolage raté. Mais les preuves ne parviennent pas à convaincre les enquêteurs. C'était une scène de crime, certes, mais certains éléments ont éveillé leurs soupçons. Son sac à main, ses effets personnels, son argent, ses cartes de crédit, son chéquier, tout était encore là, ce qui excluait l'hypothèse du cambriolage. Sans compter la cause de sa mort. Le meurtrier a vidé son barillet. 6 balles en tout, sur sa cible. La dernière tirée à bout portant dans la nuque. Pour David Holmes, expert en profilage criminel, son acharnement relève de la psychopathie. L'approche d'un crime donné par un tueur est particulièrement révélatrice de sa psychologie. La cruauté de cet homme révélait un mépris psychopathique envers toute forme de sentimentalité, d'empathie ou d'émotion humaine. Il était impitoyable et incontrôlable. Qui pouvait vouloir tuer Joyce Brannon? L'atrocité du meurtre d'une personne si pieuse et honnête attise l'intérêt de l'auteur de romans policiers, Mark Billingham. De toute évidence, Joyce Brannon consacrait sa vie à aider son prochain. Le coupable n'avait donc aucun respect pour ce qu'elle faisait, ni aucune considération pour elle. Les policiers bouclent l'accès de son appartement à la recherche de preuves. Aucune arme n'a été retrouvée sur les lieux. Aucune empreinte, pas de traces d'ADN. On peut dire que c'était une scène de crime parfaite. Mais bientôt, il tombe sur une piste de taille. Les enquêteurs ont trouvé une assignation en justice adressée à Joyce Brannon, l'obligeant à témoigner devant la cour 4 jours plus tard. Ils ont alors compris qu'il tenait là le mobile du meurtre. Le grand jury devait l'entendre au sujet d'un homme suspecté de fraude. Et son témoignage l'aurait sans doute fait condamner. L'assignation qu'on a retrouvée juste à côté de la victime a été l'élément déclencheur de la résolution de cette enquête. L'escroc contre lequel elle devait témoigner n'est pas n'importe qui. Il s'agit d'un podologue réputé de la ville de Chicago. Le docteur Ronald Maikos. Depuis plusieurs mois, il fait l'objet d'une enquête menée par l'agent spécial du département de la santé et des services sociaux, René Reyes. Nous étions sous le choc d'apprendre qu'une enquête pour fraude aux soins de santé s'était transformée en enquête pour meurtre. Nous étions loin de nous attendre à un tel coup de théâtre.
L'histoire du docteur Maïkos commence au printemps 2000, époque où les enquêteurs remarquent des revenus étrangement élevés. Dans notre ville, un podologue a un salaire annuel d'environ 100 000 $. Le sien était largement supérieur à ça. Il touchait entre 250 et 300 000 $ l'année. Le docteur Maïkos gagnait plusieurs centaines de milliers de dollars par an. Pour un podologue en Illinois, c'était énorme. Aucun de ses confrères ne facturait autant ses soins. La différence était considérable. Les agents analysent sa situation afin de comprendre comment son travail peut générer des revenus aussi conséquents. Ils découvrent alors l'étendue de sa base de clients, avec qui il entretient des relations personnelles. Ses patients étaient des personnes âgées, souvent infirmes. Elles ne pouvaient pas sortir faire des rencontres. Il se chargeait donc de leur apporter une vie sociale à domicile. Il usait de son charme et eux s'impatientaient de ses visites. Ils étaient dépendants de lui en quelque sorte. Ses comptes révèlent aussi son caractère dépensier. Ronald Maïkos avait des relations avec différentes femmes, avec qui il avait eu des enfants. Il leur offrait des cadeaux, payait leur loyer, les études des enfants, ce genre de choses. C'était un homme très occupé, tant d'un point de vue professionnel que personnel, et sa vie privée lui coûtait cher. Les agents examinent ses finances dans le but de déceler la source de ses revenus. Ils remarquent alors que la majorité de ces patients âgés bénéficiaient d'une assurance santé. Dans notre système de santé, le gouvernement fédéral apporte cette aide financière aux personnes âgées ou à celles dont les revenus sont insuffisants. Dès lors, la provenance des gains de Ronald Maïkos devient évidente. Il facture à l'assurance des centaines de milliers de dollars, bien plus qu'un podologue ordinaire de Chicago. Les sommes étaient excessives. Elles dépassaient le coût habituel des interventions qu'il facturait. C'était inimaginable de voir de tels montants. Il est suspecté d'avoir demandé le remboursement de consultations inexistantes à l'assurance. Si on n'a pas de problème médical au pied, on n'a aucune raison d'aller voir son podologue plusieurs fois par mois. Il arrivait que le docteur Maïkos facture plusieurs fois ses patients pour la même chose. S'il faisait réellement ce qu'il prétendait faire, cela signifiait qu'il les voyait à plusieurs reprises dans le mois, ce qui était absurde. En plus de cela, les enquêteurs ne trouvent ni dossier médical correspondant, ni ordonnance ou preuve de traitement. Ne ressortent qu'une multitude de factures pour diverses opérations chirurgicales. Presque 100% de ses revenus provenaient de l'assurance. C'était devenu sa banque. Le département de la santé prend les choses en main. Les paiements à l'ordre de Ronald Maïkos sont suspendus le temps de l'enquête. L'affaire était suspecte, alors ils ont décidé d'arrêter les paiements afin d'examiner ces écarts de facturation. Mais le docteur Maïkos s'apprête alors à profiter de la loyauté de ses patients pour l'aider à dissimuler ses secrets. Personne n'a accepté de témoigner. Mais ce jeu dangereux du chat et de la souris est sur le point de tourner au drame. Automne 2001. Les enquêteurs amassent des preuves contre le docteur Ronald Maïkos, podologue à Chicago, coupable d'une arnaque à l'assurance de plusieurs centaines de milliers de dollars. Après la suspension de ses paiements, la tension monte lorsqu'intervient l'agent spécial du FBI, Mary Beth King. Plus j'en apprenais, plus je voulais m'assurer que nous aurions les éléments suffisants pour prouver qu'il s'agissait bel et bien d'une escroquerie à l'assurance. Que le docteur Maïkos volait sciemment cet argent en faisant de fausses déclarations. Le docteur est appelé à se rendre au bureau du procureur fédéral.
Nous pensions qu'il avait déclaré des interventions fictives. Alors nous avons voulu savoir ce qu'il en était vraiment. Après plusieurs mois d'investigation, les enquêteurs se retrouvent enfin nez à nez avec le fraudeur présumé. Nous espérions qu'il profiterait de cette entrevue pour être honnête et avouer qu'il avait fait de mauvais choix. Au lieu de ça, nous avons eu droit à l'inverse. Durant l'interrogatoire, le comportement de M. Maïkos oscille d'un extrême à l'autre. Il était d'humeur changeante tout au long de l'entretien. Il pouvait être souriant et d'une minute à l'autre se mettre en colère. Nous l'avons questionné sur certains de ses patients. Nous lui demandions « Avez-vous procuré tel service à un tel ?» Et à chaque fois, il répondait positivement. Et lorsqu'il l'interroge au sujet des nombreuses factures suspectes de ces dernières années, il nie catégoriquement avoir fraudé. Nous savions qu'il mentait. À chaque patient, à chaque intervention que nous évoquions, nous étions sûrs que tout était faux. Alors que Mesdames Reyes et King montent méthodiquement leur dossier, la suspension des revenus du Dr Maïkos le plonge dans le chaos. Si on coupe les vivres à un homme qui a plusieurs compagnes et enfants, qui est dépensier et s'est habitué à un train de vie de luxe, la situation peut vite dégénérer. Le podologue sombre dans une spirale infernale. Sans le sou, il se met à consommer beaucoup d'alcool. Il est passé de 250 000 $ par an à 0. Il n'arrivait pas à s'en sortir. À mesure que son alcoolisme s'aggrave, le dossier contre lui prend de l'ampleur. Les documents ont beau parler d'eux-mêmes, ils ne sont pas suffisants. Dans ce genre d'affaires où l'on est face à un grand jury ou dans n'importe quel type de procès, même si les documents sont des preuves solides, les témoignages restent indispensables. Il faut que les victimes s'avancent et disent « Je n'ai pas subi toutes ces interventions chirurgicales. Je n'en ai subi aucune. Il n'a fait que me couper les ongles. » Les enquêteurs interrogent alors les patients du Dr Maïkos au sujet des opérations qu'ils auraient subies. Mais aucun d'eux ne semble vouloir parler du podologue. Nous essayions d'obtenir des réponses à nos questions, mais les patients se mettaient en colère. C'était incompréhensible. Ils semblaient tous très loyaux envers le Dr Maïkos. Plusieurs semaines s'écoulent, mais aucun patient ne souhaite discréditer Ronald Maïkos. C'était très frustrant. Nous retournions sans cesse à notre liste de clients pour trouver quelqu'un qui voudrait nous parler. Mais à chaque fois, nous nous retrouvions face à un mur. Il est possible qu'un individu ayant volontairement fraudé des millions de dollars n'en soit pas tenu responsable et ne soit pas inculpé pour son délit. Tel était notre problème. Il s'avère que le docteur a une longueur d'avance sur les agents. Lorsqu'il apprend que les enquêteurs contactent ses patients, il décide d'en faire de même. Il a été très consciencieux. Il voulait savoir exactement qui étaient les enquêteurs et ce qu'ils leur demandaient. On jouait au chat et à la souris. Ronald Maïkos n'était pas le genre d'homme à rester les bras croisés. Ce qu'il s'acharnait à faire s'apparentait à de la contre-surveillance. Il rend visite à chacun de ses patients, leur faisant croire que le FBI cherche à les piéger. Il leur souffle ensuite les répliques qu'ils devraient adresser aux agents. Il va même jusqu'à leur fournir un script. Il leur avait donné des instructions détaillées quant à ce qu'ils devaient nous dire en cas d'interrogatoire. Des choses du genre « Les incisions qu'il a faites sont tellement fines qu'elles sont invisibles à l'œil nu ». Il avait anticipé nos questions et avait donné à ses patients les réponses correspondantes. L'estime qu'ils accordent au podologue joue en sa faveur. Ils acceptent tous de lui venir en aide. Ils étaient proches de lui et prenaient sa défense. Ils étaient même prêts à mentir car c'était un homme bon à leurs yeux. Absolument.
Merci. Il leur a demandé de mentir au FBI, ce qui est un délit. Et étant donné qu'il dépendait d'eux, qu'ils l'appréciaient, ils ont accepté. De leur point de vue, ils n'avaient aucune raison de douter du bon Dr. Michaus. Il leur raconte que rien ne les force à coopérer. Et que s'ils se sentent oppressés, ils sont en droit de feindre la fatigue pour éviter de leur répondre. Il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour entraver l'enquête. Et il savait que si personne n'acceptait de parler, le dossier ne tiendrait pas la route. Mais il ne s'arrête pas là. Il fait signer à ses patients des affidavits, listant toutes les opérations qu'il leur aurait fait subir. Il construisait un véritable tissu de mensonges. Il y passait plus de temps qu'à son cabinet. Il n'exerçait plus la podologie. La tromperie était devenue son travail. Ces leçons portent leurs fruits. À l'arrivée des enquêteurs, ses clients récitent le script. Il les avait notamment convaincus de nous dire qu'il était leur ami, qu'il examinait et soignait leurs pieds. Et il a ajouté que si rien de tout cela ne marchait, il devait nous dire qu'ils étaient trop fatigués pour parler et qu'ils voulaient aller faire une sieste. Le médecin semble avoir pris l'avantage sur les autorités. Mais leur insistance et l'absence de revenus ne sont pas sans conséquences. À la suspension des paiements, il n'avait plus d'argent. Il a alors sombré dans l'alcoolisme. Michaus abuse de l'alcool. Le charme du docteur s'évanouit à mesure de sa descente aux enfers. Cela a considérablement influencé sa vie. Au cours de cette année-là, il est devenu de plus en plus désespéré. Ignorant sa maladie, les agents se concentrent sur leur enquête. Personne ne souhaite leur confier le secret du podologue. Et à leur grand désarroi, la liste des témoins potentiels diminue dangereusement. Sans compter que de nombreux patients étaient décédés avant même le début de l'investigation. D'emblée, il était difficile de définir le nombre exact de ses clients. Et avec le temps, ce nombre s'amenuisait. Frustrés, les enquêteurs savent que leur dossier ne tient qu'à un fil. Lorsqu'on est convaincu qu'un individu a volé le gouvernement, il est très difficile d'accepter qu'il puisse ne jamais affronter les conséquences de ses actes. J'étais découragée. Ça me hantait toutes les nuits. Comment allions-nous le coincer? Les agents redoublent alors d'efforts. Ils décident de se plonger dans le dossier de ses premiers patients. Après quelques jours de recherche minutieuse, ils font une découverte capitale. Nous avons commencé à étudier toutes les demandes de remboursement que le médecin avait soumises à l'assurance. C'est là que nous sommes tombés sur cette patiente, Joyce Brannon. Elle avait la cinquantaine, plus jeune que ceux que nous avions rencontrés jusqu'ici. Son cas nous a intéressés. Alors, nous avons voulu connaître son histoire avec le Dr. Michaus. Elle est non seulement plus jeune, mais elle a aussi travaillé dans le milieu médical. Elle pourrait être le témoin parfait. Elle avait été infirmière en soins intensifs. Elle avait donc des connaissances médicales, ainsi que du respect pour la profession. L'agent Reyes lui rend visite à son appartement, au sous-sol de l'église évangélique luthérienne Bethany, au nord de Chicago. Elle habitait au sous-sol. Sur sa porte, un panneau disait « Une personne handicapée vit ici, merci de votre patience ». J'ai frappé, elle est arrivée lentement. Nous avons discuté. Et j'ai senti que c'était quelqu'un de très sociable et gentil. Son état de santé l'a forcée à prendre sa retraite anticipée. Très croyante, elle est maintenant gardienne de l'église. Elle se souvient du podologue.
Lorsque Reyes lui raconte qu'il a facturé 70 interventions à son assurance, elle est consternée. Quand j'ai expliqué à Joyce ce que Ronald Maikos avait fait, je me souviens qu'elle a levé la main et dit « Ma chérie, j'étais infirmière en soins intensifs, je comprends, et je n'ai jamais subi ces opérations. » Elle savait exactement ce qui s'était passé. Joyce Brannon lui confirme que les déclarations du médecin sont fausses. Elle accepte alors de témoigner. C'est une décision à l'issue tragique. L'étau se resserre autour du docteur Maikos. En décembre 2001, l'escroc présumé est à court d'argent. Il sait que ce n'est qu'une question de temps avant que son arnaque ne soit révélée au grand jour. Incapable de payer son loyer, il est hébergé par ses petites amies aux quatre coins de la ville. Désespéré, il contacte ses anciens patients afin de les convaincre de ne rien dire aux enquêteurs. Habile stratégie, jusqu'à ce qu'il appelle Joyce Brannon, bien décidé à ne pas entrer dans son jeu. Il supposait qu'elle avait reçu une assignation en justice et lui a donc dit « Si vous témoignez, je ne serai plus rien. Ma famille sera détruite. » Ce à quoi elle a répondu « Docteur, vous devez assumer vos responsabilités. » Mais le docteur Maikos n'a pas l'intention d'abandonner. Il tente de l'amadouer. Alors que ses autres patients avaient accepté de mentir et de réciter son script, Joyce Brannon a eu l'attitude inverse. Mais il fallait qu'il la convainque. Alors il a continué de l'appeler, de l'implorer en lui parlant de ses enfants, du fait que personne ne s'occuperait d'eux s'il allait en prison. Il a fait du mieux qu'il a pu, mais rien n'y a fait. Je pense qu'elle savait que le docteur Maikos profitait d'elle et de ses autres clients. Ce qu'elle réprouvait. Elle voulait faire ce qui était juste en venant témoigner, car elle savait que c'était tout ce qui nous manquait pour l'inculper. S'il vous plaît, Joyce! Il sait que bientôt le FBI viendra frapper à sa porte. Il se tourne vers la bouteille. Son alcoolisme et sa pauvreté commencent à affecter sa vie privée. L'image que son entourage avait de lui s'est détériorée à l'instar de son état. L'homme bon et charmant qui les aidait au quotidien s'est transformé en un individu dépendant et instable. Lors d'une altercation avec une de ses petites amies, le docteur Maikos appelle la police. C'est un geste qu'il regrettera longtemps. À plusieurs reprises au cours de cette investigation, il y a eu des moments clés. Pour les enquêteurs comme pour les procureurs, cet appel a été un véritable coup de chance. Le 31 décembre 2001, la police se rend à l'appartement de sa petite amie. Ils ont calmé le jeu, personne n'est allé en prison. Il n'y avait pas de blessés. Mais la police se doit de poser la question suivante. Êtes-vous en possession d'une arme? Je crois qu'il voulait incriminer sa compagne, mais il a dit quelque chose du genre « T'en as pas tout un tas au sous-sol ?» Les agents sont alors descendus voir, mais les armes en question étaient en fait celles du docteur Maikos. La loi stipule que quiconque étant en possession d'une arme à feu doit détenir un permis. Le sien ayant expiré, ses armes lui sont confisquées. La police l'a ensuite informé qu'il pourrait les récupérer dès qu'il leur présenterait un permis valide. Un registre a été créé afin d'y répertorier toutes les armes. Et ce registre s'est révélé être un indice crucial.
Sans plus attendre, Ronald Maikos fait établir un nouveau permis. Une semaine plus tard, il se manifeste au commissariat de Skokie afin de recouvrer son petit arsenal. Pendant ce temps, les agents du FBI poursuivent sans relâche l'enquête à son encontre. Certains que le témoignage de Joyce Brannon confirmera les activités criminelles du médecin, ils lui font parvenir une assignation à comparaître devant un grand jury le 31 janvier 2002. Cela faisait des mois que nous examinions toutes sortes de documents, que nous essayions de récolter des témoignages, de convaincre les patients de se présenter à la cour. Nous allions enfin récolter les résultats de tout ce travail. Malheureusement, le 27 janvier, tout change. Une analyste du bureau du procureur fédéral m'a appelé. Elle m'a dit « Joyce Brannon a été tuée hier soir. » J'ai répondu « Comment ça? Elle doit venir témoigner jeudi. » Au début, je ne savais pas quoi penser. J'étais sous le choc, en colère et triste. Les enquêteurs savent que Maikos est un escroc. Mais se peut-il qu'il soit aussi un tueur de sang-froid? Ils analysent son passé à la recherche de preuves d'un comportement meurtrier. Ils comprennent alors la gravité de sa toxicomanie. La DEA, qui s'occupe de la lutte antidrogue, nous a communiqué des rapports mentionnant un abus de substances sur ordonnance. Depuis les années 80, le docteur profite de son titre pour se prescrire certains médicaments. Comme beaucoup de dépressifs, Ronald Maikos avait recours à la drogue et à l'alcool afin de se soulager de ses émotions négatives. En novembre 2001, il écrit dans une lettre « J'ai perdu mon argent, la maison de Lincolnwood, mon chien. J'ai grossi. L'alcoolisme et la dépression ont ressurgi. J'ai touché le fond pour la première fois de ma vie. » Même si la maladie et les médicaments ont pu altérer son libre arbitre, les agents doivent encore prouver son implication dans le meurtre de Joyce Brannon. Ils obtiennent la permission de mettre le médecin sur écoute. Nous avons épié ces conversations, notamment sur son téléphone portable. Une discussion entre le podologue et un ancien patient prénommé Charles Lobosco retient leur attention. Nous avons remarqué qu'il avait facturé à cet homme plus de 350 opérations chirurgicales. Un nombre indécent. C'en était presque risible. Durant la conversation, M. Lobosco semble paniqué. Selon les enquêteurs, le meurtre de Joyce Brannon l'inquiète. Ça va pas du tout, Ron. Vous feriez mieux de passer aux aveux, parce que moi, je n'irai pas en prison. Je sais. Monsieur Lobosco était contrarié. Il avait lu dans le journal qu'on avait tué Joyce. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Je ne veux pas faire une attaque. Je ne veux plus rien avoir à faire là-dedans, Ron. Une femme est morte. D'accord. Charles Lobosco a imploré le docteur Maikos de dire la vérité, d'avouer ce qu'il avait fait. Il était visiblement bouleversé. On aurait cru qu'il allait pleurer. Il avait l'air désemparé. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous avez une once de conscience, une once de morale, arrangez tout ça parce que je suis trop malade. Je m'en charge. Mon cœur va lâcher. Je m'en charge, Chuck, ok? J'en peux plus. La réaction de Ronald Maikos face à Charles Lobosco était dure à entendre. Il était méprisant. Il n'avait pas l'air d'avoir la moindre compassion pour son patient.
son ami, qui le suppliait de faire ce qui était juste. Je m'en charge. Mon cœur va lâcher. Je m'en charge, ok? Les agents ignorent le rôle que joue Charles Lobosco dans cette histoire. Mais ce coup de fil leur prouve que le docteur est le meurtrier. Les doutes qu'on avait quant à sa culpabilité se sont dissipés. On tenait le responsable. Il ne restait plus qu'à l'appréhender. Une semaine après la mort de Joyce Brannon, la police arrête Ronald Maicos pour meurtre au premier degré. Nous savions qu'il avait bu les jours précédant son arrestation, ainsi que le jour même où il a été arrêté. Le podologue est placé en garde à vue. Mais le plus dur est encore à venir. Les autorités ont besoin de témoignages leur confirmant son statut d'escroc, ainsi que de tueur. Pour tout ce qui était de la partie arnaque de l'affaire, nous avions des preuves tangibles. Mais pour la partie meurtre, les preuves en notre possession étaient indirectes. La police se tourne d'abord vers Charles Lobosco. Lors de son interrogatoire, il fait un aveu bouleversant. Il avait passé un accord avec Ronald Maicos. Charles Lobosco l'autorisait à demander des remboursements à son assurance en échange d'un pourcentage des sommes que le docteur percevait suite à ses réclamations. Il leur confie avoir voulu mettre fin à cet accord à la mort de Joyce Brannon. Mais selon lui, rien ne prouve que le docteur Maicos est bel et bien l'auteur du crime. Bien que son témoignage permette aux enquêteurs d'inculper le docteur pour fraude, les preuves manquent cruellement pour l'accuser du meurtre de la gardienne. Nous n'avions trouvé ni cheveux ni fibres de tissu. Il n'y avait aucune empreinte pouvant lier quiconque à cet homicide. Avec toutes les séries télévisées qu'il y a de nos jours, les jurés veulent voir des preuves ADN, des empreintes digitales. Et ils ont raison, ce sont des preuves tangibles et donc concluantes. Une empreinte sur l'arme du crime trouvée dans la poche du suspect aurait été une preuve en soi. Malheureusement, nous n'avions rien de tel. Les enquêteurs tentent alors une nouvelle approche. Ils fouillent le véhicule de Maicos à la recherche d'indices le liant au meurtre de Brannon. La voiture était une véritable épave. Elle était remplie de papier, de déchets. On aurait presque cru qu'il y vivait. Dans la boîte à gants, la police trouve une piste. Des notes manuscrites laissant supposer que le podologue s'est renseigné sur l'église où vivait Joyce Brannon quelques jours avant sa mort. Comme pour beaucoup d'églises, il y avait un panneau à l'extérieur indiquant les différents horaires de messe et le numéro de téléphone. Le docteur Maicos avait écrit toutes ces informations sur un morceau de papier. La conclusion quant aux raisons qui l'avaient poussé à faire ça est rapidement devenue évidente. Il n'avait pas pris ces notes par hasard. Dans la voiture se trouvent aussi les scripts détaillant les réponses des patients aux questions des enquêteurs, destinés à les induire en erreur. Mais l'indice le plus compromettant reste à venir. Il y avait des douilles de balles dans la portière du conducteur. Elles correspondent à une arme de calibre 22. Du même type que celle ayant tué Joyce Brannon. Ronald Maicos était donc en possession d'un revolver conforme à l'arme du crime. Difficile de ne pas en conclure qu'il était le meurtrier. On avait les scripts, le papier avec les informations de l'église, puis les douilles. Avec ce genre de preuves, il y a de quoi monter un dossier solide. L'enquête touche bientôt à sa fin. Mais une preuve majeure reste introuvable. L'arme du meurtre de l'infirmière. Nous étions très inquiets. La Cour exigeant des indices probants, nous doutions que les preuves indirectes soient suffisantes pour l'accuser. Si le revolver reste dans la nature, le docteur Maicos ne sera pas inquiété. Janvier 2002.
La police est à la recherche de l'arme de calibre 22 ayant tué la gardienne d'église, Joyce Brannon. Elle fouille une installation d'entreposage que loue leur suspect principal, le docteur Ronald Maikos. La police découvre un stock d'armes. Mais le calibre 22 ne s'y trouve pas. Il semble que le revolver qui a provoqué la mort de l'infirmière se soit volatilisé. Mais parmi les affaires, la police déniche la preuve pouvant enfin résoudre l'enquête. Le meurtre parfait n'existe pas, pour la bonne raison que tout le monde fait des erreurs. On ne peut pas penser à tout. Nous sommes tombés sur un reçu provenant d'un commissariat de police local sur lequel étaient répertoriés plusieurs objets. Un mois plus tôt, la police de Skokie lui confisquait son arsenal, suite à une querelle avec sa compagne. Le reçu lui avait été délivré lorsqu'il était venu le récupérer. Un revolver de calibre 22 était mentionné sur une des pages. Nous avons alors pu faire le lien entre cette arme et Ronald Maikos. Les autorités cherchent des correspondances avec les armes de son installation d'entreposage. Tout son arsenal y était. Il ne manquait qu'une chose, le calibre 22, l'arme du crime. Les enquêteurs pensent que le docteur Maikos s'en est débarrassé après le meurtre de Joyce Brannon. Mais ils doivent encore le prouver à la cour. Dans une enquête, les éléments manquants sont aussi importants que ceux en notre possession. 19 avril 2005. Le docteur Ronald Maikos est jugé pour fraude et meurtre au premier degré de l'infirmière retraitée de 54 ans, Joyce Brannon. S'il est reconnu coupable, il sera condamné à mort par injection létale. C'est dur de mettre des mots sur ce que l'on ressent en tant qu'enquêteur lorsqu'on sait qu'un verdict peut entraîner la mort de quelqu'un. C'est une responsabilité énorme. Nous devions à la famille de Joyce de lui rendre justice. Cela nous tenait à cœur. Et nous espérions que le jury prendrait la bonne décision. Lors du procès, les procureurs exposent les preuves et présentent la chronologie des événements, s'achevant par le meurtre de Joyce Brannon. Ils expliquent la coïncidence entre la déchéance du podologue et la suspension de ses paiements par l'assurance lors de l'enquête. Il était maître de tout. Donc, lorsqu'il a perdu le contrôle de sa vie, tout pouvait arriver. Le docteur commence à abuser de l'alcool. Sa vie sociale se détériore à mesure que les enquêteurs gagnent du terrain. Ses relations avec ses compagnes en pâtissaient. Il était devenu obsédé par les enquêteurs, appréhender leurs faits et gestes. Il était décidé à ne pas aller en prison pour fraude. Et la seule et unique personne qui lui barrait la route, selon lui, c'était Joyce Brannon. Le podologue le plus brillant de tout l'État était alors un homme désespéré, courant à la ruine. Et il pensait que la solution était de commettre ce crime abominable. Les jours précédant le meurtre, Ronald Maikos se renseigne sur l'église de Joyce Brannon, afin de choisir le moment pour passer à l'acte. En passant devant, il avait noté les horaires des messes du dimanche, ainsi que des informations indiquant la présence d'autres personnes à l'église. Le 27 janvier au soir, le docteur décide de saisir sa chance. La nuit du meurtre, il avait son téléphone portable. Et lorsque l'appareil est allumé, il envoie des données à des installations de télécommunications. Cela nous a permis de localiser le signal émis par l'appareil de Ronald Maikos ce soir-là. Il n'avait pas quitté l'État. Il était dans le coin. Il était même à l'église. Il gare sa voiture et contourne le bâtiment pour accéder à la loge de Joyce Brannon.
Lorsqu'il est arrivé chez elle, il a dû voir que la porte était ouverte. Il n'avait plus qu'à entrer. Il a pénétré dans l'appartement de Joyce Brannon, dans lequel il a dû tourner un moment avant de la trouver. Il savait que son état de santé l'empêcherait de riposter. Lorsqu'il est entré, elle était à sa merci. Elle était condamnée. Dans le salon, le médecin tombe sur sa proie. Elle était handicapée, donc elle restait assise dans son fauteuil. Ce qui m'afflige le plus, c'est qu'elle était incapable de se défendre. Elle n'aurait même pas pu l'atteindre. Il vide son barillet sur l'infirmière encore assise. Et il ne s'est pas contenté d'une seule balle. Il a utilisé toutes celles qu'il avait pour s'assurer qu'elle serait morte. La dernière balle est tirée à bout portant dans la nuque. La rage avec laquelle il a commis ce meurtre se ressentait dans la scène de crime. L'excès dont il a fait preuve reflétait sa détermination et son manque total de compassion vis-à-vis de Joyce Brannon. C'était une exécution. Il a été impitoyable et n'a montré aucune hésitation. Tirer 6 fois à bout portant sur une dame infirme, encore assise dans son fauteuil, est un crime d'une violence inouïe. À ce jour, je ne comprends toujours pas ce qui lui a pris d'agir d'une manière aussi radicale. Une fois sa tâche accomplie, Ronald Maikos tente de brouiller les pistes. Suite à l'homicide, il a eu la présence d'esprit de semer un semblant de chaos sur la scène de crime en renversant une bibliothèque. C'était le travail d'un homme qui vivait dans l'illusion de sa grandeur, de son pouvoir de contrôle, à tel point que son geste lui a été plus néfaste qu'autre chose. Lorsque le jury prononce le verdict, il est unanime. Le docteur Ronald Maikos est reconnu coupable de meurtre au premier degré. Quand les jurés l'ont déclaré coupable des 2 chefs d'accusation, j'ai ressenti un grand soulagement. J'étais reconnaissante de la décision qu'ils avaient prise. Je ne saurais décrire le sentiment que j'avais d'être présente lors du verdict. Je n'arrêtais pas de penser à la mère de Joyce, qui était toujours en vie, qui a dû souffrir du meurtre de sa fille, et qui a pu voir une partie de ce cauchemar se terminer. C'était très satisfaisant, mais triste que cela ait pris de telles proportions. Ronald Maikos se voit condamné à la peine capitale pour sa cruauté envers un témoin fédéral. La loi de l'Illinois le conduit dans le couloir de la mort. S'il n'avait pas tué Joyce Brannon, s'il n'avait été reconnu coupable que de fraude, il aurait été condamné à 3 ans de prison, pas un de plus. Il serait sorti au bout de sa peine. Il aurait perdu son travail, certes, mais ce serait un homme libre. Au lieu de cela, il attend patiemment la mort par injection létale. Il n'aurait jamais dû commettre ce crime. 3 ans de prison auraient suffi. Aux yeux de ses patients, le docteur Ronald Maikos était un médecin respecté, ainsi qu'un ami. Mais sa cupidité et sa soif de contrôle l'ont poussé sur une voie sombre et sans retour. Alors que son statut lui permettait d'aider ses patients, il en a abusé pour profiter d'eux à chaque fois qu'il en avait l'occasion. Les membres du corps médical sont des piliers de notre communauté. Tout le monde sait qu'ils sont dignes de confiance, mais les actes de certains ébranlent notre foi en la profession. Ce qu'il a fait était lâche. Il voyait en Joyce une menace.
Elle voulait que la vérité soit rétablie, éviter de mentir, faire ce qui était juste. Et il s'est senti attaqué. C'était le geste de quelqu'un de faible. Ronald Maikos a voulu régler une situation dont le contrôle lui échappait. Il voulait récupérer sa vie. Au lieu de ça, il a commis le meurtre affreux d'une personne innocente et vulnérable. C'est une véritable histoire d'horreur.